Salut, merci beaucoup pour l'invitation et la dernière date de cette petite tournée bretonne. Je vais m'asseoir là. En plus, vous avez été timide, vous n'êtes pas arrivé sur les premiers rangs. Donc voilà, je vais m'asseour comme ça. Merci d'être nombreux et nombreuses ce soir, un lundi soir. Ça fait très plaisir de revenir à Lorient, où j'avais déjà présenté une fois la maudite soit la guerre, mais voilà, plutôt 2 fois qu'une. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Pierre Douillard-Lefebvre et je vais vous raconter un petit peu le cheminement qui m'a conduit à écrire cet ouvrage, ce manuel antimilitariste. Donc, moi je suis nantais et à l'âge de 16 ans, j'ai reçu un tir de LBD, de lanceur de balles de défense, quand j'étais lycéen, dans une manifestation contre la loi LRU, donc la loi, pour les personnes qui s'en rappellent, la loi dite Pécresse qui privatisait les universités, déjà à l'époque. Donc voilà, ça fait maintenant quasiment 20 ans, c'était en 2007. Et à l'époque, nous étions au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc au début d'une longue descente aux enfers, qui se poursuit gentiment. Vous inquiétez pas, je ne vais pas que vous déprimer ce soir. En novembre 2007, donc, je participe à une manifestation lycéenne. En plus, on est dans la pré-CPE, il y a des mouvements de jeunesse assez costauds, etc. Et il s'avère qu'au début de ce quinquennat, il y a une arme qui est testée, qui est expérimentée en conditions réelles, qui s'appelle le LBD. Alors aujourd'hui, ce LBD, ce lanceur de balles de défense, on le connaît tous. Il est entré dans nos vies quelque part par effraction, puisqu'on voit, vous voyez, ces policiers qui tiennent une sorte de fusil noir qui tire des balles en caoutchouc, tout le monde a bien ces images-là en tête. Ce LBD, à l'époque, il est testé, il est confié à des policiers qui sont volontaires, qui se portent volontaires pour essayer cette arme-là. Et à l'époque, cette arme, elle est testée contre le mouvement de jeunesse, contre les lycéens, et dans les banlieues. Parce qu'à ce moment-là, il y a une révolte à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, après la mort de 2 jeunes qui ont été renversés par une voiture de police. Et en même temps, il y a un mouvement lycéen et étudiant. Et donc simultanément, il y a l'usage de cette arme-là, qui est un cran supplémentaire dans la violence d'État, dans l'armement policier. Je prends le temps un petit peu de vous raconter ça, parce que c'est un peu le point de départ quand même de mon travail et de ma réflexion. Parce que, au-delà de la blessure, des séquelles, de la colère, bien sûr, de la procédure judiciaire, il y a eu aussi l'envie de comprendre. Comprendre quelle était cette arme, quelles étaient ses propriétés, qui produisait cette arme, quelle était la doctrine employée par la police, et en fait démêler en quelque sorte une pelote, puisqu'à l'époque, moi, quand j'avais raconté à mes parents notamment, que j'avais vu un policier cagoulé tirer avec une arme d'épaule dans notre direction, ça paraissait impensable pour la génération de mes parents, par exemple, qui avaient grandi avec des lacrymogènes, etc., au maximum. Et donc j'ai eu envie de comprendre, notamment en m'engageant avec d'autres blessés par la police, en m'engageant dans une assemblée des blessés, mais aussi en réfléchissant, en écrivant, en essayant de trouver des analyses. Et c'est pour ça que je me suis penché sur le concept de militarisation, et dans un premier temps celui de militarisation de la police. Pourquoi ? Parce que cette idée de militarisation, elle correspond à l'effacement progressif de la frontière entre une opération civile et une opération militaire, entre une opération dite de maintien de l'ordre et une opération dite de maintien de la paix, qui est la formule très cynique pour désigner une opération de guerre. L'effacement progressif entre la vision du monde qui est celle d'un soldat et qui est celle d'un policier. Cette militarisation, c'est un processus constant, en fait, qui a commencé dans les années 90 avec les flashballs, qui s'est poursuivi avec le LBD, et ensuite avec tout un tas d'armes de plus en plus violentes et terribles, qui sont utilisées par la police française, notamment bien sûr les grenades explosives, dont on a évidemment parlé à Notre-Dame-des-Landes, à Sainte-Soline, et puis l'aboutissement, ça a été toute cette séquence-là, notamment, il y a eu les gilets jaunes en ce temps, mais du mouvement des retraites de 2023 qui a été imposé en force par le 49.3 et à coups de grenade, très clairement. Sainte-Soline au milieu de cette séquence, suivi immédiatement de la mort de Naël,
qui ont été réprimés de manière militaire, vraiment, clairement, avec des doctrines militaires, puisque dans la plupart des quartiers de France, il y avait des blindés, avec des unités antiterroristes qui étaient équipées de fusils à pompe. Donc c'est ça, maintenant, la séquence dans laquelle on est. Et dans ce processus de militarisation, il y a évidemment en toile de fond l'antiterrorisme, qui a doté la police depuis 2015 de fusils d'assaut dans tous les véhicules de police, officiellement pour se défendre face à une attaque terroriste. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que ces fusils d'assaut qui permettent de tirer des centaines de coups par minute, qui sont des fusils utilisés par l'armée allemande à la base, sont utilisés par la police dans le cadre de refus d'obtempérer. Il y a eu plusieurs usages de cette arme-là dans le cadre de simples contrôles routiers pour lesquels il n'y aurait jamais eu d'armes sorties il y a encore 20 ans. Donc on est à l'aboutissement, là on est à ce point-là de la situation en 2026. Et ce processus de militarisation, il s'incarne bien sûr par des outils, par du matériel. J'ai parlé du LBD. Le cas emblématique, bien entendu, l'objet emblématique de cette militarisation, c'est l'usage de blindés contre la population civile et contre les mobilisations. Vous savez qu'après la crise du Covid, il y a eu l'achat de blindés Centaure. C'est le petit surnom mythologique très sympathique. Le blindé Centaure, donc ils en ont acheté 90. C'est un blindé qui est utilisé par l'armée française depuis des années sur le théâtre africain, par exemple. Ce blindé Centaure, il comporte à l'origine une mitrailleuse qui est placée sur le toit du véhicule, et pour l'usage civil, il remplace la mitrailleuse par un lanceur de grenades multiple. Et ce Centaure, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, sur la lutte dans le sud-ouest contre la 69, en Kanaki, à Mayotte, donc aussi dans les colonies françaises, et enfin lors du mouvement du 10 septembre, voilà, qui est relativement récent, le mouvement Bloc-Contour. Ces centaures ont été aperçus dans plusieurs villes où l'État voulait particulièrement serrer la vis répressive. Donc on a l'usage d'engins militaires, d'engins de guerre, pour réprimer les populations colonisées, les populations marginalisées et les révoltes, mais il y a aussi une militarisation dans les représentations, dans la sémantique, dans la vision du monde du gouvernement. Cette militarisation des esprits, elle se traduit par l'usage de tout un tas de termes. Vous savez, quand les médias invitent désormais quasiment quotidiennement des syndicalistes policiers pour commenter l'actualité sur les plateaux télé, quand on les interroge sur les manifestants, par exemple, ils parlent désormais de belligérants, d'adversaires, voire même d'éco-terroristes. Tout ça, ce sont des termes, un lexique qui est emprunté à la guerre. Un terroriste, on fait quoi? On le tue, on le neutralise selon la terminologie militaire. Cela veut dire que nous avons des dirigeants et des forces répressives qui considèrent la population civile comme une armée adverse. Cette militarisation du lexique, elle a été alimentée, elle a été créée par les gouvernements successifs. Puisque déjà, sous François Hollande, Manuel Valls répétait régulièrement « Nous sommes en guerre de civilisation ». Il y a évidemment eu la guerre antiterroriste. Peut-être le cas le plus emblématique, c'est pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, on a un président, peut-être l'un des seuls du monde, qui a martelé « nous sommes en guerre », donc qui a utilisé l'expression de guerre pour parler d'une question sanitaire. Donc en France, désormais, toutes les problématiques politiques et sociales sont traitées sous l'angle guerrier. Donc des idées que je vous ai exposées très rapidement, j'ai tiré un bouquin qui s'appelle « Nous sommes en guerre », qui est sorti en 2021 et qui se consacre donc à cette idée de militarisation. Sachant que, encore une fois, c'est un processus qui se poursuit, et qui se poursuit, là j'ai beaucoup parlé de la France, mais qui se poursuit de manière mondialisée. Je parle du cas du LBD, je vais parler du cas du LBD. Le LBD qui est classé d'ailleurs comme arme de catégorie A2, arme de guerre en France, officiellement. Ce LBD, il répond à tout un tas de propriétés internationales, c'est-à-dire que c'est une munition de 40 mm, c'est-à-dire un standard de l'OTAN. Il y a un viseur emprunté aux forces armées, etc. Et ce que j'ai découvert, c'est que la balle en caoutchouc tirée par le lanceur de balles de défense français, on retrouve exactement la même munition à Jérusalem-Est, tirée par la police militaire israélienne contre les Palestiniens, dans les rues de Ferguson ou de Baltimore, dans le mouvement Black Lives Matter, dans les rues du Mexique, quand il y a des manifestations. En fait, donc on a une militarisation d'une part et une mondialisation des doctrines répressives.
Ça, c'est pour l'ouvrage Nous sommes en guerre, que en fait j'ai poursuivi par un livre qui s'appelle Dissoudre, qui est sorti il y a 2 ans. Dissoudre, pourquoi? Parce que j'ai voulu me pencher sur les procédures de dissolution administrative. Alors voilà, ça paraît comme ça un peu juridique. J'ai commencé à l'écrire en 2022, ce livre, parce qu'il y avait une tentative, alors c'était pendant la campagne présidentielle de la dernière, et il y a eu une opération qui visait à dissoudre le média Nantes Révolté à Nantes, donc moi je suis nantais, et c'était un peu stupéfiant parce que c'était la première fois déjà qu'un média a été visé par une procédure de dissolution, hein, quand même, de démantèlement, et qu'une dissolution visait un collectif de gauche, on va dire de gauche révolutionnaire et anticapitaliste, en tout cas la première fois depuis plusieurs décennies. Et donc j'ai eu envie à nouveau de comprendre quelles étaient ces procédures, et donc cette procédure, ce qui est intéressant, c'est que c'est une procédure d'exception, très autoritaire, très liberticide, et qui s'inscrit dans un contexte très singulier, qui est celui des années 30. La dissolution, elle est créée par le gouvernement du Front Populaire, le gouvernement de gauche, en 1936, pour protéger la République, à l'époque, de la menace fasciste. C'est une loi qui s'appelle Dissolution des milices de combat et des groupes armés, à l'époque. Alors il faut se représenter qu'à l'époque, il y a effectivement des ligues d'extrême droite en France qui défilent par dizaines de milliers, en uniforme, parfois avec des armes, qui organisent une émeute contre l'Assemblée nationale pour renverser la République, qui ont des liens avec les fascistes italiens, les nazis allemands, mais aussi les franquistes espagnols. Donc, il y a un contexte. Et puis, au début de l'année 1936, on a quand même Léon Blum, le leader de la gauche française, qui est reconnu dans la rue par un groupe, l'Action française, et qui est sorti de son véhicule et passé à tabac, lynché quasiment à mort, au cri de sale juif. L'Action française, d'ailleurs, à laquelle a appartenu Gérald Darmanin, vous voyez, un siècle quasiment plusieurs décennies plus tard. Et donc ces membres de l'Action française essayent de tuer Léon Blum, et Léon Blum est sauvé parce qu'il y a des ouvriers syndicalistes qui voient la scène dans la rue de Paris et qui le sauvent et qui mettent en fuite les fascistes. Et vous voyez, à peu de choses près, le leader du Front Populaire, il a été tué avant même les élections. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a cette idée de dissolution, qui est une très mauvaise idée, par ailleurs, pour protéger la République contre la menace fasciste.